l'islamiste Fahd Raja Mohamed qui veut se présenter aux élections municipales de Strasbourg. Bizarre. S'il vous plaît, vous avez parlé de qui là, Fahd? Ouais, Fahd Raja Mohamed, c'est un islamiste. Hein. Ah, c'est vous? C'est vous qui voulez vous présenter aux élections municipales de Strasbourg? Bien sûr. Ok, trop bizarre. Parce que voilà, mais là vous avez parlé d'islamiste, c'est. Bah moi j'aimerais bien vous poser quelques questions là. Vous avez avec plaisir. Allez hop, c'est parti. Ok. Allez. Ce quartier-là, ils sont passés au rouge aussi. Élise Lucet, prends-moi en stage s'il te plaît. Ouais. Je serai une bonne stagiaire. Ok, les rats qui sont très présents. Tu vois, on va sûrement en croiser un ici mort. Mais est-ce que Madame la journaliste, êtes-vous en train de dire que les instances religieuses n'ont pas leur place dans la société en France? Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait des bus gratuits, hein, mais voilà. Non mais je vais répondre à cette question là sur les transports gratuits parce que la journaliste elle en parle depuis un bon moment. Bon bah bonjour tout le monde. Première question, qui est Fahd Raja Mohamed? Fahd, c'est un candidat aux élections municipales de Strasbourg. Donc pour te faire le petit descriptif, j'ai 20 ans, né au Pakistan, vécu toute ma vie ici en France. Okay, donc je suis arrivé quand j'avais moins d'1 an. Donc voilà, j'ai grandi ici, un pur produit strasbourgeois. Je suis actuellement entrepreneur à Strasbourg, donc j'ai mon entreprise de création de site internet. À côté de ça, du coup, je suis aussi étudiant en ingénierie informatique. Comme tu le sais aussi, on essaye d'être le plus actif possible dans le milieu associatif. Et du coup, maintenant, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur le projet MPI, donc sur le collectif dans un premier temps, qu'on a lancé il y a maintenant 11 mois à peu près. Et s'en est suivi la création du coup de notre mouvement politique qui s'appelle le Mouvement Populaire Indépendant. Ok, très bien, merci. Comment est-ce que tu fais pour, du coup, donc tu dis que tu es étudiant en informatique, enfin c'est ça, ingénierie informatique. Comment tu fais pour balancer, du coup, entre ta vie d'étudiant et ce projet d'élection municipale? Alors je ne balance plus puisque j'ai décidé de prioriser certaines choses. Moi j'ai décidé de faire une année de pause dans mes études pour pouvoir me consacrer pleinement à ces élections parce que l'idée pour moi c'était pas de faire une élection à la va-vite sur un coup de tête. L'idée c'était de poser un projet comme il faut. Il y a énormément de personnes qui comptent sur moi, il y a une très grosse équipe derrière et je pouvais pas être en études qui prend beaucoup de temps parce que là je serais passé en master. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et en plus 4e année dans mon école c'est à l'international, donc je n'aurais même pas été à Strasbourg en fait. J'ai pas besoin de balancer sur quelque chose, mais par contre effectivement j'avais décidé de mettre une année de césure dans mon parcours scolaire pour me consacrer pleinement à MPI. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené à te présenter aux élections municipales? Comment c'est venu un peu ce projet? Avec le collectif, en étant sur le terrain au niveau des quartiers avec les habitants, tu te rends compte d'énormes problématiques que tu ne vois pas quand tu n'es pas sur le terrain. Okay. Moi pourtant j'habite à La Méno, j'habite dans un quartier, mais je ne me rends pas forcément compte de toutes ces problématiques-là qu'on a pu découvrir en étant pendant 10 mois dans les quartiers. Et comme tu le sais aussi, toutes les semaines on a fait une action. Okay. Depuis le 26 janvier, toutes les semaines, sauf là depuis la rentrée, on en a loupé certaines parce que bon avec le temps c'est un peu plus compliqué. Mais dis-toi, de janvier jusqu'à septembre, on a fait une action, une activité par semaine. Donc c'est quand même énorme. Et en fait, tu as le temps de faire le tour de tous les quartiers, de découvrir énormément de problématiques. Et on sait que l'associatif, c'est du politique aussi finalement. Et donc forcément, tu te rends compte de plein de problématiques. Et petit à petit, en allant aux côtés des habitants, on a réussi à résoudre des problématiques ponctuelles. Donc on arrivait à mettre en place des événements, des actions, etc. de manière ponctuelle. Mais l'idée pour moi, c'était de le rendre sur long terme. Et en fait, c'était une demande des habitants. C'est les habitants qui nous ont dit oui, mais là, vous arrivez à nous aider sur court terme. L'idée, c'est prolonger cet engagement-là. Et pour le prolonger et pour le mettre sur long terme, tu es obligé de passer par la voie politique. D'accord, ok. Voilà. Là, on est arrivé à... Et voilà, on est là où tout a commencé finalement. C'est le collège international de l'Esplanade.
Ok. Alors c'est le collège où j'ai étudié moi du coup pendant mes 4 années de collège. Pour moi le meilleur collège de Strasbourg. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir ici aujourd'hui? C'est parce que mon engagement associatif il a commencé ici. Quand j'étais en 6e, j'ai commencé à m'impliquer dans la vie de ce beau collège. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la cour elle ne ressemblait pas à ça. Il n'y avait même pas de terrain de foot là-bas derrière. Le système de cantine n'était pas pareil. Et en fait, à l'époque, j'ai commencé mon engagement en étant dans le CVC. Ok. C'est le conseil de la vie collégienne. D'accord. Et je voulais tout changer. C'est-à-dire que moi, j'ai déchiré au moins 10 jeans en jouant au foot ici. Et du coup, on était allé voir le principal, on leur avait dit de changer la cour. Dans les premiers jours où j'avais rejoint le collège, j'avais remarqué que le système pour attendre ton passage en cantine, il était trop nul. Du coup, j'avais demandé à le changer. En un an, on a changé le système. Il n'y avait pas de terrain de foot. On jouait vraiment avec des vestes posées par terre. Bah, du coup, on a demandé à mettre un terrain de foot. Donc ça, c'était déjà en 6e. Ok. Par la suite, en 5e, j'avais rejoint une association ici qui s'appelle le FSE, le foyer socio-éducatif. C'était l'association étudiante qui gérait tout le collège. En gros, là, les casiers que tu vois, bah, en fait, on les gérait à l'époque. D'ailleurs, il y a des nouveaux là-bas, je vois des bleus. Mais en tout cas, à l'époque, donc, je pense qu'il y a 10 ans maintenant, non? Je pense. Collège, je pense qu'il y a à peu près 10 ans. Et donc on gérait vraiment tout le collège. On gérait la gestion des casiers, les photos de classe. Et on gérait aussi une sorte de salle de jeu qu'on avait dans le sous-sol où on avait table de billard, ping-pong, borne d'arcade. Enfin, c'était du air hockey. C'était une salle de fou. Et on la gérait aussi. Et moi, ce que je kiffais faire, c'était sanctionner les élèves qui n'étaient pas, qui faisaient des bêtises dans la salle, honnêtement. Et je sais qu'à l'époque, il y avait des élèves qui m'appréciaient pas. C'était de ton propre chef ou c'était vis-à-vis du fait que tu faisais partie du FSE? Ah non, pas de mon propre chef. Bon, c'était parce qu'il fallait une bonne gestion du coup de la salle à l'époque. Ok. Moi, je voulais vraiment que ça se passe bien. D'accord. T'en avais, ils faisaient des bagarres de cannes de billard. Donc forcément, là, je prenais des carnets. Hein. Moi, je prenais des carnets, je mettais des mots. D'accord. Pour te dire. Du côté. Et ça, c'était en 5e. Ça, c'était en 5e. Et à la fin, je mettais mon petit tampon du bureau parce que du coup, j'étais en 5e, j'étais quoi? J'étais trésorier, il me semble, de l'association. Du coup, en plus de mettre Du FSE? Ouais. Donc Ça, on c'est faisait la super comptabilité. intéressant. Je suis désolée, je te coupe parce que FSE, c'est un truc, normalement, tous les collégiens, on a entendu parler de ça. Chaque année, on paye le FSE. Et moi, je les ai jamais vus. Et je savais même pas qu'en tant que collégien, on pouvait. Alors non. FSE, là, dans le truc dont tu parles, c'est à l'université, c'est ça? Non, non, je parle vraiment du collège. C'est-à-dire que normalement, vous avez une petite contribution en fait. Il y a une petite contribution qu'on paye chaque année. Au début d'année, on paye un truc pour le FSE. C'était 11 Et du coup, euros. normalement, il y a, ouais, c'est ça, 11 € et c'est dans chaque collège. Moi, je les ai jamais vus. Je savais même pas à quoi ils servent et je savais même pas que on pouvait faire partie de ce FSE en tant que. Alors nous, à l'époque, ça s'appelait FSE et j'avais changé le nom. Ok. Tu l'as Parce changé. qu'il était trop nul. Et du coup, on l'avait appelé le Cube. J'explique pourquoi. On voulait changer le nom et du coup, moi, dans ma tête, et c'était avec la CPE, elle était trop gentille. Je sais pas si elle m'entend aujourd'hui. Madame Blake, grâce à vous, je suis là aujourd'hui. C'était incroyable. Elle avait trouvé le nom Espace Élève Esplanade. Et E3, la formule mathématique, c'est un cube. Oui. Et du coup, c'est devenu un cube. Donc, et du coup, le logo, on était allé sur un générateur de logo sur Google. Je me sentais trop fort. Et du coup, on avait fait un cube et depuis, voilà. Donc c'est un peu la combinaison entre une belle opportunité, le collège international de l'Esplanade et donc cette opportunité de faire partie du FSE et ton goût pour l'implication dans la vie, clairement. dans la vie de, j'ai envie de dire dans la vie de la cité quoi. Finalement une cité c'est juste vivre ensemble, donc dans la vie du collège. Mais moi je suis persuadé que si je n'avais pas commencé dans ce collège, j'aurais peut-être mal fini ou je serais autre part. Là franchement ce collège pour moi il a trop donné. Rien quand tu vois là les baies vitrées ici, c'est une bibliothèque. Ouais. Elle était dingue la bibliothèque. Depuis que je suis sorti du collège, je n'ai jamais vu une aussi belle bibliothèque que celle du collège. Après bon j'étais repassé quand je suis rentré au lycée, j'étais repassé 1 ou 2 fois. Mais bon tout a changé hein, à l'intérieur, c'est plus trop la même chose. Est-ce que tu sais si après toi il y a eu d'autres élèves qui ont repris un petit peu ce flambeau ou pas? Malheureusement,
quand je suis parti, ça a pêché un peu et ils n'ont pas réussi à bien reprendre. Donc je sais qu'au moins 2, 3, 4 ans même, ça n'a pas trop tourné. J'ai essayé de passer histoire de motiver un peu les jeunes, mais Ouais. en fait le problème des associations étudiantes ou même là en 5e, c'est quand tu es en plein dedans, tu es ultra impliqué. Et en fait, une fois que tu sors, bah, tu as une autre vie qui commence, tu as plein d'autres choses qui commencent. Et en fait, bah, tu mets un arrêt définitif à un projet sur lequel tu as travaillé matin, midi, soir. Moi, je venais au collège à 7h45. Alors qu'aujourd'hui, là, au rendez-vous, je suis arrivé en retard. Moi, tous les jours, 7h45, j'étais devant le collège. Tu vois. Et les cours, ils commençaient à 8h05. Et moi, je faisais quoi? Donc, je te dis la routine. 7h40, j'arrivais au collège. 7h45, j'étais dans mon bureau. J'avais des clés, j'ouvrais mon bureau, je me posais devant l'ordinateur. Tous les mardis et les jeudis, on faisait des ventes de pain au chocolat. Donc, on devait commander des pains au chocolat chez le boulanger. Et après, on faisait un bénéfice de 55 centimes sur nos pains au chocolat. Enfin bref, c'était incroyable. Moi, j'ai énormément appris ici. Les tableaux Excel, je les ai appris en 5e ici. Je faisais la comptabilité de l'association. En 4e, je suis passé secrétaire et en 3e, je suis devenu le président du coup de l'association ici. Ok, c'est super intéressant. Mais du coup, comment comment t'es rentré dans le FSE? C'est-à-dire que c'était un professeur qui vous en a parlé ou c'est comment exactement? Alors, bah, moi en fait, c'était parce que j'ai été impliqué en 6e dans le CVC. Donc le truc qui a changé, là typiquement cette ligne-là que tu vois là-bas, c'est moi qui l'avais demandé pour le terrain. En fait, il n'y avait pas de limitation de terrain. Donc, si je comprends bien, au tout début, c'est venu spontanément. Tu voyais qu'il y avait des choses Ah ouais, totalement. Moi, ça me rendait fou. Moi, quand je vois, qui posaient problème et du coup, tu le faisais moi, je te donne savoir. un exemple. Tu vois, à l'aéroport, quand tu sors de l'aéroport, quand tu sors, tu vois, il y a plein de monde autour de toi qui attend devant. Mais en gros, le système de cantine, c'était pareil. Tu as l'animateur de cantine qui est arrivé. Il y avait un arc de cercle, je m'en souviens très bien. Et il criait le nom de la classe. Et les gens, il y avait plein de classes qui étaient autour. Elles attendaient qu'on les appelle. Il n'y avait pas de liste, personne ne savait à quelle heure il passait, etc. Juste le gars, il criait. Je crois que c'était quoi? C'était 6e B, 6e A. Enfin, ça gueulait comme ça. Et moi, c'est un truc qui me rendait fou. Parce que le problème de ce système, c'est qu'on était obligé de tous attendre ici. On ne pouvait pas aller jouer dans la cour, etc. et savoir à quelle heure on devait aller se ranger. Tu vois. Et nous, ce qu'on a demandé, c'est mettre en place un système où on a des horaires par classe et où, au lieu d'avoir un arc de cercle où il y a un troupeau, va avoir en fait des rangs qui permettent aux classes de se ranger. Et c'était trop pratique. Et une fois qu'ils l'ont mis en place, l'année suivante, trop pratique. Et bah, c'est encore le cas parce que je vois les lignes là-bas. Oui, je vois. Ok. Non, franchement, ces années-là, c'est mes années préférées d'études. Les gens, généralement, ils disent que c'était le lycée pour eux. Ouais. Moi, ça a clairement été le collège. Et franchement, si je pouvais revenir et tout refaire, je l'aurais fait parce que c'est vraiment des très très belles années. Ok. Incroyable. Bon bah Voilà. merci au Collège international de l'Esplanade. Ah ouais, franchement, beaucoup. Donc sentiment de reconnaissance finalement. Ah ouais, Grande totalement. gratitude. Totalement. Et même les personnes en fait, individuellement, au-delà du système qui était vraiment favorable à la réussite, tu vois, de l'élève, les personnes qui nous ont fait confiance, on était petits en 5e. Tu vois, c'est-à-dire que tu es en 5e, on te fait confiance pour gérer les casiers, c'est-à-dire les casiers, on les mettait en location aux élèves. Donc moi, je prenais des billets à chaque fois, j'avais un coffre-fort énorme dans le bureau, on nous faisait confiance pour gérer l'argent. Moi, j'aurais pu très bien voler l'argent toutes les semaines, prendre une commission, on ne faisait pas ça, tu vois. Et donc, il y a énormément de choses qui font qu'on nous a donné cette confiance à un âge très 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 jeune. Mais aujourd'hui on voit que ça paye et moi je sais pas ce que deviennent les autres qui étaient dans mon bureau à l'époque, mais en tout cas je suis sûr que cette expérience là leur a été très utile par la suite. Ok, super. Je déduis que tu as commencé à avoir un intérêt pour la politique à partir de la 6e, donc 11-12 ans. 11 ans, c'est ça à peu près? Non, même avant. Même avant? Parce que moi l'intérêt pour la politique il est né quand j'étais dans le salon et je regardais mon père. En fait, c'est ça la question aussi que j'allais te poser par la suite. Est-ce que dans ta famille, il y a ce goût qui est partagé pour la politique? Ah ouais, mon père c'est fou. Hein. Ah, mon père c'est fou. Mon père il connaissait tout à la politique pakistanaise. En fait, malheureusement au Pakistan, la corruption elle a une place très importante. Et du coup, moi je voyais mon père à chaque fois énervé
Et il voyait qu'il y avait des corrompus, que le système, qu'il n'y avait pas d'état de droit finalement au Pakistan. Et en fait, quand je voyais mon père énervé, quand j'étais petit, je voulais être énervé aussi. Ok. Et du coup, je savais que j'étais contre, mais je ne savais pas pourquoi. Je savais juste que la corruption, c'était mal. Et petit à petit, quand j'ai grandi, je me suis dit, quand j'étais petit, je me disais, je deviendrai Premier ministre du Pakistan. Je disais souvent ça aux gens, pour être la relève de Imran Khan, donc qui est l'actuel, qui était l'ancien Premier ministre du Pakistan qu'ils ont mis en prison. Et je me suis dit, un jour il va bien mourir, il va falloir le remplacer. Ok. Et du coup, je m'étais dit que je prendrais sa relève. Et bon, on commence par la mairie de Strasbourg. Est-ce que tu as un souvenir marquant, genre vraiment un souvenir où tu dis ah ouais, tu te rappelles que tu as pris conscience en tant qu'enfant? Ouais, moi c'est en fait à l'époque, ça c'est un truc qui m'avait trop choqué. C'est il y avait un meeting du coup de Imran Khan c'était à la télé et en fait on lui a tiré. Non, il y a eu deux scènes. Il était du coup sur, comment on appelle ça, des conteneurs. Donc au Pakistan, les meetings, c'est vraiment un ghetto. Tu as des conteneurs, tu les mets l'un sur l'autre et le politique il monte tout en haut et tu as une foule de millions de personnes devant. Un peu avec les moyens du bord, quoi. Ouais, vraiment. Mais c'est très populaire et tu arrives à fédérer. Et cette personne-là, cette personnalité politique, elle fédérait tout le Pakistan. Et en fait, à un moment donné, il a eu un accident où il a glissé et il est tombé. De tout en haut, il est tombé par terre et tu as tout le peuple pakistanais qui était inquiet pour cette personne-là et parce qu'il avait vraiment en fait c'était un espoir pour le Pakistan et ça l'est toujours aujourd'hui. C'était un espoir pour le Pakistan pour que cette corruption elle dégage, pour que il y ait un état de droit qui se remette en place, etc. Et moi cette scène elle m'avait vraiment marqué parce que quand je me suis rendu compte qu'une personne peut devenir un espoir pour une population, parce que le Pakistan à l'époque c'était pas un pays qui était plus en développement que ça. Aujourd'hui il a commencé à être dans une courbe plutôt croissante, mais à l'époque le Pakistan il y a encore 10-15 ans ça restait compliqué. Et le fait de voir qu'un humain peut être une source d'espoir pour d'autres humains, ça m'avait fait prendre conscience du fait que même moi peut-être que je pourrais être cette source d'espoir pour certaines personnes à l'avenir. Et c'est quoi son histoire à lui un peu au Pakistan? Comment lui-même, est-ce que tu sais comment il est arrivé? Je m'identifie un peu à lui parce que lui aussi il est parti un peu de rien et il est arrivé dans la politique. Lui il a commencé par être joueur de cricket. Donc c'est le sport le plus connu dans les pays du Commonwealth. Et donc je disais, Imran Khan, je m'identifie beaucoup à lui. Pourquoi? Parce qu'il était joueur de cricket à l'époque. Donc cricket c'est un sport, je sais pas si tu connais. J'ai déjà vu, même en étant étudiante ici, à un moment donné j'étais allée dans la résidence, je sais plus, vers Elkirch, je me rappelle plus du nom. Et ouais, je voyais des étudiants sud-asiatiques, je pense que c'était, je sais pas si c'était des Indiens ou des Pakistanais. Et ouais, ils jouaient un peu avec une sorte de batte en bois, non? Ouais, en fait sache que c'est le sport qui a le plus de popularité dans le monde. Ah ouais? Alors, attention, je mesure mes propos. C'est le sport qui a le plus de fans au monde. Pourquoi? Parce que y a l'Inde et le Pakistan qui sont des pays très peuplés. En termes de chiffres, c'est un sport qui est très très regardé, très suivi dans le monde. Et donc, Imran Khan, c'était le capitaine de l'équipe qui a gagné la seule Coupe du Monde de cricket du Pakistan. Ok. Donc en fait, c'est comme le Cristiano Ronaldo du Portugal. C'était Imran Khan à l'époque pour le Pakistan. Une vraie figure, tout le monde était fier, etc. Tout le monde regardait le cricket à l'époque, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde. Donc forcément, les gens se reflétaient en lui. Et en fait, par la suite, il s'est lancé dans le monde politique. Après la mort de sa maman, qui était décédée suite à un cancer. Donc lui, il avait lancé le premier hôpital gratuit, voire très peu cher, pour lutter contre le cancer, donc contre la maladie que sa mère elle avait. Et en fait c'est de là où il a réussi. Il n'avait pas plus d'argent que ça à la base, même s'il était joueur de cricket à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui, tu as des millions sur des transferts de joueurs. Mais il a fait un appel aux dons. Tous les gens au Pakistan ont donné des bijoux, de l'argent, etc. pour rassembler le maximum d'argent possible pour construire cet hôpital dans la capitale. Oh non, c'était peut-être pas dans la capitale, mais en tout cas c'était au Pakistan. Et ça avait fait
ça avait fait beaucoup de bruit. Et en fait, c'est ça qui l'a un peu lancé dans la politique par la suite. Il a réussi à créer ce premier hôpital et par la suite, ça s'est lancé pour lui. Et du coup, moi, bah, pareil, en fait, j'ai pas commencé par faire des études à Sciences Po. Moi, je suis en ingénierie informatique, mais je l'avais déjà pensé en amont, dans le sens où quand j'ai décidé de faire de l'informatique, c'était plus pour me sécuriser un avenir, entre guillemets. Aujourd'hui, les jeunes qui sont racisés, qui ont des origines immigrées, bah, faut être réaliste, ils n'ont des fois pas forcément les mêmes chances que d'autres. Et du coup, moi à l'époque, j'avais essayé d'avoir une vision assez pragmatique de la chose et je me suis dit… Est-ce que cette vision pragmatique, tu l'as eue seule ou t'en as parlé d'abord à tes parents, dans le sens où… Parce que c'est vrai, c'est un choix qu'on peut questionner. Si tu es vraiment passionné par la politique, en plus depuis ton enfance, pourquoi ne pas avoir choisi Sciences Po? Mais après, c'est un choix que je comprends. Je te laisse… Ouais, en fait, moi, c'était… Moi, j'avais fait du coup de l'associatif ici. Au lycée, j'avais rejoint une autre association aussi de maraude et j'avais très rapidement compris que tu peux faire de la politique en t'engageant dans des associations. Et qu'en fait, le milieu associatif, c'est une voie pour rentrer aussi dans le milieu politique. Tu vois. Donc je me suis dit, au pire, je me concentre comme il faut dans l'informatique, j'essaie d'acquérir le maximum de compétences en informatique. Et par la suite, bah, si je me débrouille bien et que j'ai toujours un pied dans le milieu politique local / associatif local, bah, j'ai toujours une opportunité de rentrer dans le milieu politique. Ok, je vois. En vrai, c'est une question que je voulais poser, même si en soi, moi je légitime totalement cette pratique dans le sens où je suis convaincue que la politique, ça doit concerner tout le monde, pas une personne qui a seulement fait Sciences Po, l'ENA ou etc. Ça doit concerner du boulanger jusqu'au député. C'est-à-dire que même à l'Assemblée nationale, on est représenté par un certain type de personnes, mais est-ce que cette assemblée, elle est vraiment représentative du peuple? Bah, c'est un peu tout le questionnement qu'on s'est fait aussi quand on s'est lancé en politique là, pour le mouvement populaire indépendant. C'est justement, on s'est posé la question de aujourd'hui, une personne qui habite dans un quartier a une élection, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a deux choix. Moi en tout cas, mes parents, ils avaient deux choix. Soit ils ne votent pas parce qu'ils ne se sentent pas représentés par les propositions politiques qu'il y avait à l'époque dans des précédentes élections, soit bah, ils ne s'y intéressaient pas, donc bref, ils votaient pas, ce qui n'était pas le cas de mes parents parce qu'ils ont toujours voté. Et la deuxième option, c'était on vote pour le moins pire. Donc soit on vote pas, soit on vote pour le moins pire. Mais on n'a jamais en tant que personne d'origine immigrée ou résident des quartiers, on n'a jamais voté parce qu'on était content de voter pour un parti. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit ouais, j'ai été content de voter pour nanana. Et l'idée pour moi aujourd'hui, c'était de monter un mouvement qui représente réellement les habitants, notamment des quartiers, et que les gens en fait soient contents de voter pour nous, soient vraiment fiers d'être allés voter MPI, qui est du coup la troisième offre politique et qui est cette fois pas la moins pire, mais la meilleure. Ok, ce que je disais, en fait, c'est intéressant aussi du point de vue de séparer son gagne-pain de sa passion ou plutôt de ce qu'on veut faire vraiment dans sa vie. L'inégalité en France, à Strasbourg, se creuse de plus en plus. Pareil, c'est-à-dire que quand tu prends la méno sur Google Maps, tu dézoomes, c'est vraiment les photos que tu vois sur Instagram. T'as deux mondes qui sont vraiment différents. D'un côté, tu as des tours qui font 12 étages et ici, tu as de belles maisons avec des piscines, etc. Voilà, et là, le monsieur, il roule sur les voies de vélo parce qu'il comprend même pas comment est-ce que ça a été fait. Voilà, les travaux. Est-ce que tu penses que ça va rester stable ou… À faire la guerre? Est-ce que tu penses que la violence, elle est en train de tend à augmenter ou bah, non, en fait, ça va, c'est stable? J'ai quand même l'impression que la violence devient un moyen de communication, mais qu'on nous pousse à utiliser ce moyen de communication puisque la parole semble ne plus suffire. Moi, j'ai jamais fait l'expérience. Pourtant, j'en ai fait beaucoup des manifs, mais je ne me suis jamais attaché à un arbre. Sur la question du logement, c'est là où moi j'ai envie de travailler, c'est les logements qui sont aujourd'hui vacants. Strasbourg compte plus de 8000 logements vacants à Strasbourg. 8000 logements, c'est énorme. Ces logements-là, c'est des logements sociaux qui sont attribués à des gens qui ne les utilisent pas et qui les utilisent comme logements secondaires.